Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, la commission d'enquête du Sénat a rendu son rapport dans l'affaire Benalla. Elle pointe de graves dysfonctionnements au sommet de l'État français et demande d'engager des poursuites au lendemain de l'incarcération de l'ancien conseiller de l'Élysée. Une amende record pour UBS. La justice française a prononcé une peine inédite et porte un coup dur à la banque suisse, condamnée pour avoir organisé un vaste système d'évasion fiscale. Un tête-à-tête entre Theresa May et Jean-Claude Juncker à un mois du divorce entre Londres et les 27. Le président de la Commission européenne n'exclut pas un report de la date du Brexit, dont les incertitudes pèsent sur le moral de nombreux acteurs économiques. Et puis se chauffer en hiver, un geste simple mais qui ne va pas de soi pour de nombreux Européens de plus en plus touchés par la précarité énergétique. On y revient dans un instant. Ces conclusions sont sans appel. La commission d'enquête du Sénat a rendu ce matin son rapport dans l'affaire Benalla qui pointe de graves dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État. Elle demande désormais d'engager des poursuites et de son côté, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour dissimulation de preuves. Les explications de Louise Brossolo. Après 6 mois de travaux, la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla a rendu ses conclusions. Elle demande des poursuites pour faux témoignages contre l'ancien chargé de mission à l'Élysée Alexandre Benalla et contre Vincent Crasse, l'ancien responsable de la sécurité de la République En Marche. La commission estime que, contrairement à ces affirmations, Alexandre Benalla assurait bien, dans les faits, une fonction de protection rapprochée du chef de l'État. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser sans suite ce que nous considérons comme avoir été des faux témoignages, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts. Cela fait tout de même beaucoup. Si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. La commission épingle aussi Benalla sur ses déclarations sous serment au sujet de ses passeports diplomatiques. En cause également ce qu'elle qualifie de mensonge autour d'un contrat de sécurité privée négocié avec l'oligarque russe Iskander Makhmoudov. Les rapporteurs dénoncent de graves dysfonctionnements et mettent notamment en cause le témoignage de 3 hauts responsables à l'Élysée, soupçonnés d'omission, d'incohérence et de contradiction. Que dès lors qu'il est apparu que M. Benalla était considéré comme disposant de protection d'une autorité, bien que cela ne fût aucunement formalisé. Dès lors que c'était perçu comme tel, tout s'est mis à dysfonctionner. Entendus mardi par des juges d'instruction, Alexandre Benalla et Vincent Crasse sont depuis placés en détention provisoire. Les 2 hommes pourraient y rester jusqu'à 4 mois maximum. En France, il s'agit de la 2e profanation à caractère antisémite d'un cimetière en moins de 2 jours, au lendemain de la marche contre ces actes de haine qui a réuni des dizaines de milliers de personnes à travers le pays. Des tags ont été découverts sur une stèle en région lyonnaise. Des tags antisémites ont été découverts ce mercredi sur un monument aux morts du cimetière de Champagne-au-Mont-d'Or, un village de l'ouest lyonnais. C'est le jardin du souvenir, là où sont traditionnellement dispersées les cendres des défunts, qui a été profané. Des actes antisémites qui interviennent au lendemain de la profanation de près de 100 tombes juives en Alsace et d'une mobilisation nationale. Mardi, ils étaient des milliers à Paris à s'être réunis pour dire « ça suffit ». Emmanuel Macron a lui promis des actes et des lois. Le chef de l'État qui devait participer au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France ce mercredi. Elle est la banque privée numéro 1 mondiale, mais c'est un coup dur qui vient d'être porté à UBS. La justice française a condamné l'établissement à une peine d'une sévérité inédite dans une affaire d'évasion fiscale. Le récit de Raphaël Tavernier. C'est la plus lourde peine jamais prononcée par la justice dans une affaire d'évasion fiscale. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné la banque suisse UBS à payer une amende de 3,7 milliards d'euros pour blanchiment de capitaux.
Une amende record allongée de 800 millions d'euros de dommages et intérêts que la banque, sa filiale française et 3 de ses anciens cadres devront verser à l'État français. La banque helvétique, première banque privée du monde, est accusée d'avoir aidé des milliers de contribuables français à échapper au fisc entre 2004 et 2012. Durant cette période, elle envoyait ses commerciaux en France pour démarcher la riche clientèle française lors de réceptions, de parties de chasse ou de rencontres sportives, afin de la convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. UBS a annoncé qu'elle allait faire appel de cette condamnation. C'est sans doute l'une des dernières rencontres avant la date fatidique, alors que le Brexit doit prendre effet le 29 mars prochain. Theresa May et Jean-Claude Juncker se sont à nouveau entretenus aujourd'hui pour tenter d'éviter une sortie brutale de l'Union. Un contexte incertain qui pèse sur de nombreux secteurs de l'économie, comme celui de la pêche. Nichée au large de la côte ouest de l'Écosse, l'île d'Ayla est un riche territoire de pêche qui préserve des emplois, des revenus pour les familles et contribue à maintenir l'économie de l'île. Ayla Crab Export est une entreprise familiale qui exporte des crabes, des homards, des pétoncles et des bigorneaux. La grande majorité des fruits de mer finissent dans d'autres pays de l'Union européenne. Le Brexit pèse lourd sur l'esprit des patrons qui réalisent près de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous exportons principalement en France, en Espagne et au Portugal. Une grande partie de nos activités est réalisée avec ces pays et tous nos travailleurs viennent de Roumanie et de Bulgarie. Le Brexit va donc avoir un impact considérable sur notre entreprise. Dans le cadre de la politique commune de pêche de l'UE, toutes les flottes des États membres ont un accès égal aux eaux européennes. Un sujet sensible dans les négociations du Brexit. L'industrie britannique de la pêche en général soutient depuis longtemps le Brexit, avec des voix qui exigent que le Royaume-Uni reprenne le contrôle de ses eaux. L'idée est qu'à l'avenir, après le Brexit, les navires étrangers puissent toujours être autorisés à pêcher dans les eaux britanniques, mais la Grande-Bretagne dicterait l'accès. Ici, en Écosse, 60% des poissons seraient actuellement capturés par d'autres pays de l'Union européenne. Le fait d'empêcher ces bateaux pourrait créer des tensions et toucher les exportations britanniques vers le continent, l'équivalent d'un Brexit dur, sans accord. Cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Je suis sûre que nous aurons un coût supplémentaire considérable. Il y aura des retards dans le transport avec tous les contrôles douaniers, beaucoup de paperasse supplémentaires, des certificats d'impôt, etc. À quel point est-ce inquiétant pour votre entreprise? Soit on continue l'activité, soit on arrête de commercer. Qu'est-ce que vous espérez maintenant avec le Brexit? Trouver une solution le plus rapidement et le plus facilement possible. Gabriel vient de Bulgarie et envoie l'argent chez lui. Il s'inquiète des conséquences du Brexit. S'ils sortent de l'Union européenne, j'espère que nous garderons notre travail ici, qu'ils nous permettront de rester. Nous sommes ici parce que la Bulgarie n'a pas beaucoup de travail pour nous. Les salaires sont bas. Pour les jeunes comme moi, il est difficile de fonder une famille là-bas. Le Brexit pourrait apporter des résultats mitigés pour l'industrie de la pêche ici, en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni. Une industrie qui est un pilier pour certaines communautés, comme sur l'île d'Ayla. Son cas divisait l'opinion publique, mais Londres a tranché. Les autorités britanniques ont déchu de sa nationalité Shamima Begum, une jeune femme partie plusieurs années en Syrie qui souhaitait revenir dans son pays d'origine. Le gouvernement britannique a tranché. Shamima Begum va être déchue de sa nationalité. La jeune Britannique qui avait rejoint l'organisation de l'État islamique en Syrie quand elle avait 15 ans a demandé ce week-end l'autorisation de pouvoir rentrer au Royaume-Uni avec son bébé. La jeune femme a demandé de la compassion après avoir donné naissance à son 3e enfant dans le camp de réfugiés en Syrie où elle a fui les combats. C'est sous la forme d'une lettre reçue mardi par la mère de Shamima Begum que le ministère de l'Intérieur a informé de sa décision. La famille s'est dit déçue, mais le courrier souligne la possibilité de faire appel. C'est ce que compte faire son avocat, qui affirme examiner toutes les voies légales de contestation. Interviewée il y a quelques jours par Sky News, Shamima a déclaré ne pas vraiment regretter d'avoir rejoint la Syrie. Pour elle, l'expérience l'a rendue plus forte, mais après avoir perdu ses 2 premiers enfants, elle souhaite rentrer en Angleterre pour le bien de son nouveau-né. Ça m'a changée en tant que personne. Ça m'a rendue plus forte.
J'ai épousé mon mari, je n'aurais pas trouvé quelqu'un comme lui au Royaume-Uni. J'ai eu mes enfants. Au départ, j'ai passé un bon moment, mais à la fin, les choses se sont compliquées, je n'en pouvais plus. Le cas de Shamima Begum illustre le dilemme auquel sont confrontés plusieurs gouvernements européens, entre interdire le retour de leurs ressortissants djihadistes pour des questions de sécurité ou leur permettre de revenir pour les traduire en justice. L'Église catholique face à ses responsabilités après une année émaillée par les scandales de pédophilie en France comme dans plusieurs autres pays. Un sommet consacré à la protection des mineurs est prévu demain à l'initiative du pape François. Les précisions de Christophe Garache. Face à la multiplication des scandales d'abus sexuels dans l'Église, le pape François a convoqué jeudi les présidents de tous les épiscopats au Vatican. Cette conférence des évêques aura pour thème la protection des mineurs dans l'Église. Lors d'une récente allocution, le souverain pontife en a fixé l'objectif principal. « Je veux, dit-il, que cette conférence se traduise par un acte de responsabilité pastorale fort pour faire face à un défi urgent. » Dans une lettre aux catholiques chiliens en 2018, le pape François a parlé d'une culture de l'abus et de la dissimulation dans l'Église, des mots lourds de sens, mais qui n'ont toujours pas conduit à des réformes significatives. Le vaticaniste Marco Politi croit savoir pourquoi. Il y a une lutte en cours entre le pape et ses partisans qui veulent un changement. Et beaucoup de gens parmi les évêques et parmi le clergé qui ne veulent ni la transparence ni l'application de la loi face aux abus sexuels dans le monde. Au-delà des condamnations verbales, le pape François a pris la semaine dernière une décision historique en défroquant l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, lui aussi accusé d'abus sexuels. Une spectaculaire descente aux enfers pour ce prélat autrefois très influent. Reste à savoir quelles mesures concrètes adoptera la conférence des épiscopats. Les associations de victimes exigent l'application d'une tolérance zéro pour les abus sexuels perpétrés par les ecclésiastiques. Iakopos Karamoutsi, bonjour. Vous êtes correspondant de presse au Vatican pour plusieurs médias. Alors cette conférence voulue par le pape François peut-elle réellement aboutir à des changements concrets au sein de l'Église ? Déjà, si cette rencontre arrive à sensibiliser toutes les conférences épiscopales mondiales, ça serait déjà un bon résultat. Il faut rappeler que c'est la première fois qu'au Vatican, tous les présidents de toutes les conférences épiscopales de tout le monde sont convoqués 4 jours sur un thème tel que les abus sexuels. Puis, c'est clair que pas que les victimes des abus sexuels, mais aussi beaucoup de catholiques et l'opinion publique s'attendent aussi à des décisions concrètes. Et peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à une révolution, mais je pense que c'est raisonnable de s'attendre quand même des décisions concrètes, surtout sur le thème de la collaboration avec la justice civile et sur le thème des évêques qui sont responsables de couverture. Merci beaucoup Iakopos Karamoutsi. Je rappelle que vous êtes correspondant de presse au Vatican. Se chauffer en hiver, un geste simple mais qui ne va pas de soi pour de nombreux Européens. Ils sont de plus en plus touchés par la précarité énergétique, comme l'explique Louise Brossolo. 26 millions d'Européens vivent dans la précarité énergétique et ne parviennent pas à bien se chauffer en hiver. C'est le constat d'OpenExp, un réseau d'experts indépendants qui publie pour la première fois un classement européen de la précarité énergétique. Les 28 pays de l'Union européenne sont classés en fonction des progrès accomplis dans le domaine. Plus l'indice est haut, meilleurs sont leurs résultats. Et ils ne sont pas bons. La majorité des pays est très loin d'un niveau énergétique satisfaisant pour la population. La Suède est la meilleure élève, suivie de la Finlande et du Danemark. La France arrive en 10e position, juste derrière l'Allemagne. Du Portugal à la Grèce, en passant par l'Italie, les habitants de l'Europe du Sud sont plus fortement touchés. En queue de peloton, on trouve les pays de l'Est et notamment la Bulgarie aux hivers glaciaux et aux étés très chauds. Mal européen, la précarité énergétique a pour cause principale une mauvaise isolation thermique, de faibles revenus ou des logements précaires, étant à s'accentuer avec la crise climatique. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.